24 octobre 1944, 8:47. Depuis le périscope de son sous-marin, l'I-56 croisant dans les eaux à l'est du golfe de Leyte aux Philippines, le commandant Teresa Kamatsu fut le témoin d'une scène qui allait faire voler en éclats les illusions soigneusement bâties par le haut commandement de la marine impériale japonaise. S'étirant à l'horizon du nord au sud aussi loin que ses optiques le lui permettaient, naviguait ce qui semblait être une armada défiant l'imagination. Il compta 30 navires avant de perdre le fil, puis 50, puis il cessa tout simplement de compter. Envoyait une transmission prioritaire au quartier général de la flotte combinée. Ordonna Kamatsu la voix à peine assurée. Flotte ennemie en vue, taille sans précédent. L'amiral Kurita doit être informé sur le champ. L'opérateur radio hésita. Mon commandant, quel chiffre dois-je rapporter? Kamatsu fixa de nouveau l'oculaire du périscope, observant l'interminable procession de coques grises fendant la houle du Pacifique. Dites-leur que nous avons réveillé un dragon endormi, et que nous sommes sur le point de découvrir ce que cela signifie lorsque l'Amérique engage toute sa puissance industrielle dans la guerre. Ce que les commandants de la marine japonaise s'apprêtaient à apprendre allait transformer de manière fondamentale leur compréhension de la guerre industrielle moderne et révéler à quel point ils avaient de façon catastrophique sous-estimé les capacités de leur ennemi. Le message de l'I-56 parvint au navire amiral de l'amiral Takeo Kurita, le croiseur l'Uragano à 9-12 ce 24 octobre 1944. Kurita, qui commandait la force centrale de la marine impériale dans le cadre de l'opération Shaw, Go-1 lut la transmission décodée à 3 reprises avant de convoquer son chef d'état-major le contre-amiral Tomiji Koyanagi. « Ceci ne peut être exact », déclara Kurita en faisant glisser le message sur la table à cartes. Kamatsu rapporte avoir observé plus de 100 navires américains en une seule formation. Nos services de renseignement estiment la force totale américaine aux Philippines à 40 navires de ligne tout au plus. Koyanagi étudia le message, son expression s'assombrissant. Peu, être le commandant du sous-marin a-t-il compté les navires d'escorte, mon amiral? Les destroyers, les escorteurs. Il identifie spécifiquement 6 porte-avions d'escadre. Six Koyanagi, nous avons coulé 4 porte-avions d'escadre américains lors de la bataille de la mer des Philippines, il y a 3 mois. Comment peuvent-ils aligner 6 porte-avions maintenant en plus de cuirassés de croiseurs et de navires de soutien par dizaines? La réponse, si Kurita l'avait connue, se trouvait dans les chantiers navals américains, un domaine que les renseignements de la marine japonaise avaient été radicalement incapables de comprendre. Tandis que la construction navale japonaise s'était pratiquement arrêtée après 1942 en raison de pénurie de matériaux, les chantiers navals américains avaient accéléré leur production à des niveaux qui semblaient défier toute logique économique. À 11:45, Kurita reçut la confirmation de 3 autres sous-marins. Chacun rapportait des concentrations massives de la flotte américaine. L'I-45 dénombrait 18 porte-avions, un chiffre que Kurita rejeta d'abord comme étant impossible. L'I-58 signalait des formations de cuirassés comptant 12 unités. L'I-54 transmit simplement « Force de la flotte américaine dépasse toutes les estimations précédentes par un facteur de 3 ou plus ». Dans le centre de commandement souterrain du ministère de la Marine à Tokyo, l'amiral Soemu Toyoda, commandant en chef de la flotte combinée, convoqua une conférence d'urgence à 14:00. Était présent le vice-amiral Shigeru Fukudome, chef d'état-major, et le contre-amiral Sokichi Takagi, l'analyste principal des opérations de la marine. « Messieurs, commença Toyoda en étalant les rapports de reconnaissance sur la table, nous recevons des informations qui contredisent chaque évaluation de nos services de renseignement depuis 1942. Soit nos commandants de sous-marins ont simultanément perdu leur capacité à compter, soit nous nous sommes fondamentalement trompés sur les capacités de construction navale américaine. » Takagi, qui avait passé 10 à 8 mois à analyser la production industrielle américaine, prit la parole avec prudence. « Amiral, j'avertis depuis 1943 que nos estimations sont dangereusement optimistes. Les chantiers navals américains opèrent à une échelle pour laquelle nous n'avons aucun référentiel. Ils ne construisent pas des navires comme nous le faisons. Ils les manufacturent comme des automobiles, une production de masse sur des chaînes de montage que nous ne pouvons égaler. » Fukudome l'interrompit. « Les Américains ont perdu 4 porte-avions en mer des Philippines. Nous avons confirmé ces pertes, et ils les ont déjà remplacés, » déclara Takagi sans détour. Les porte-avions de la classe Essex
sont mis en service au rythme d'un par mois. Ceux de la classe Independence plus légers encore plus rapidement. Pendant que nous luttons pour réparer les avaries du Shokaku et du Zuikaku, les Américains lancent de nouveaux porte-avions tous les 30 jours. Toyoda resta silencieux un long moment fixant les synthèses du renseignement. Les chiffres racontaient une histoire à laquelle la doctrine navale japonaise n'avait aucune réponse. En décembre 1941, la marine impériale japonaise possédait 10 porte-avions. La marine américaine en avait 7. En octobre 1944, il ne restait au Japon que 4 porte-avions opérationnels. 2 d'entre eux, le Zuikaku et le Zuiho, manquaient si cruellement de pilotes entraînés qu'ils servaient principalement de leurres plutôt que de bâtiments de combat. Les Américains, selon les derniers rapports, opéraient plus de 30 porte-avions de diverses classes dans le seul théâtre du Pacifique. De plus, ils maintenaient une flotte atlantique complète, dont la puissance dépassait l'ensemble de l'ordre de bataille naval japonais. « Comment » demanda doucement Toyoda. « Comment avons-nous pu nous tromper à ce point ?» Takagi sortit un dossier qu'il avait compilé au fil des mois. Amiral, la production industrielle américaine en 1943 a dépassé notre production totale depuis le début de la guerre. En 1944, ils ont de nouveau surpassé ce chiffre. Ils construisent des Liberty Ships, des cargos plus vite que nous ne pouvons les couler. Un tous les 4 jours pour un seul complexe de chantier naval. Ils ont des dizaines de complexes de ce type. Il étala des photographies obtenues via des sources neutres. Des images de chantiers navals américains tirées de publications maritimes internationales. Le chantier Fall River de Bethlehem Steel dans le Massachusetts. Newport News Shipbuilding and Virginie. Mar Island Naval Shipyard, en Californie. Chaque photo montrait plusieurs navires de ligne en construction simultanée. Nous avons construit le Yamato en 4 ans, en mobilisant les ressources combinées de notre meilleur chantier naval, poursuivit Takagi. Les Américains ont construit l'USS New Jersey en 18 mois et ont lancé 5 navires jumeaux dans la même période. Pendant que nous concentrions notre capacité industrielle sur 2 super cuirassés, ils ont produit en masse 24 cuirassés modernes, plus des dizaines de porte-avions, des centaines de destroyers et des milliers de navires de soutien. Le visage de Fukudome avait pâli. Alors l'opération Shogo navigue vers un désavantage numérique que nous ne pouvons surmonter par le génie tactique ou l'esprit du guerrier. Takagi acheva. L'amiral Kurita ne fera pas face à 40 navires américains mais potentiellement à plus de 200. Chaque estimation sur laquelle nous avons fondé cette opération était fausse, catastrophiquement fausse. Toyoda s'assit lourdement, le poids de cette révélation écrasant sa posture. Alors nous avons déjà perdu cette guerre. Nous l'avons perdue au moment où nous avons échoué à comprendre ce que la capacité industrielle américaine signifiait vraiment. À l'extérieur de la salle de conférence, les officiers d'état-major continuaient de planifier des opérations basées sur des renseignements qui étaient sur le point d'entrer en collision avec une réalité qui allait anéantir la marine impériale japonaise pour toujours. 25 octobre 1944. Sige 30. La force centrale de l'amiral Kurita pénétra dans la mer de Sibuyan, engagée désormais à traverser l'archipel des Philippines pour atteindre les forces de débarquement américaines dans le golfe de Leyte. Ce qui se produisit au cours des 8 heures suivantes allait offrir au commandant japonais une leçon dévastatrice sur les capacités de l'aéronavale américaine. À Whitdix, les opérateurs radars à bord du navire amiral de Kurita détectèrent les premières formations aériennes en approche. Le décompte initial était de 48 avions, une vague d'assaut standard que les forces japonaises avaient rencontrée des dizaines de fois. À tous les navires postes de combat pour la défense antiaérienne, ordonna Kurita. Patrouille de chasse interceptée au cap 090. Mais cette fois quelque chose était différent. Les écrans radars montraient la formation en approche, mais derrière elle, à intervalles réguliers, apparaissaient de nouveaux contacts, puis d'autres, et encore d'autres. Le lieutenant-commandant Otani Tanisuke, coordinateur de la défense aérienne de la flotte, fixait son écran radar avec une incrédulité croissante. « Mon amiral, je suis plusieurs formations, 5 groupes d'assaut distincts, chacun comptant 40 à 50 appareils. »« C'est impossible, » répondit le contre-amiral Koyanagi. « Aucune force opérationnelle de porte-avions ne peut lancer autant d'avions simultanément. Il leur faudrait plusieurs groupes de porte-avions. »« C'est exact, mon amiral, » acheva doucement Otani. « Nous ne faisons pas face à un groupe aéronaval américain. Nous en affrontons plusieurs. La première vague frappa à Wittweng Sep.
Des bombardiers torpilleurs TBF Avenger arrivèrent en Razmot, tandis que des bombardiers en piqué SB-2C Heldiver attaquaient depuis les hauteurs. Des chasseurs F-6F-L4 mitraillaient les positions antiaériennes. La coordination était sans faille, l'exécution professionnelle, le volume écrasant. Le cuirassé Musashi, navire jumeau du légendaire Yamato, et considéré comme insubmersible par les architectes navals japonais, encaissa son premier impact de bombe à 8,35. Puis une torpille frappa son flanc bâbord, puis une autre bombe, puis 3 autres torpilles en succession rapide. Depuis la passerelle de Lagano-Kurita, regardez les batteries antiaériennes du Musashi cracher un feu continu abattant plusieurs avions américains. Mais pour chaque avion abattu, 5 autres poursuivaient leur attaque. Le volume même des assaillants dépassait tout ce que les forces japonaises avaient jamais rencontré. C'était la guerre de matériel que les Français avaient connue à Verdun, mais transposée dans le ciel du Pacifique, un déluge d'acier et d'explosifs que rien ne semblait pouvoir arrêter. Deuxième vague en approche, rapporta Otani à 9,45. Le radar indique plus de 50 contacts au cap 115. Avant même que cette vague n'arrive, une troisième apparut sur les écrans, puis une quatrième. Les avions américains arrivaient en relais continu, n'offrant aux navires japonais aucun répit, aucune opportunité d'effectuer un contrôle efficace des avaries. Aucune chance de se regrouper. À bord du croiseur lourd Maya, le capitaine Ranji Lee nota dans son journal de bord « Nous sommes attaqués par ce qui semble être une source inépuisable d'avions ennemis. Nos munitions antiaériennes s'épuisent plus vite qu'elles ne peuvent être réapprovisionnées depuis les soutes. Si cela continue, nous serons sans défense, non par manque de canons, mais par manque d'obus. » Les mathématiques sur lesquelles les commandants japonais s'étaient appuyés pendant 3 ans de guerre s'effondraient de façon catastrophique. La doctrine japonaise basée sur leur propre capacité supposait qu'un porte-avions pouvait lancer être 2 frappes majeures par jour. Les Américains, cela devenait clair, opéraient selon des règles entièrement différentes. Leurs porte-avions lançaient des frappes continues faisant tourner des escadrons frais maintenant une pression constante. Les calculs japonais avaient supposé une parité approximative dans le rythme des sorties. Ils avaient eu tort. À 11h34, le Musashi encaissa sa 19e torpille. Le cuirassé massif déplaçant 73 000 tonnes à pleine charge et protégé par des ceintures de blindage de 40 cm d'épaisseur, accusait une gîte visible. Sa vitesse était tombée de 27 à moins de 12 nœuds. « Combien de porte-avions nous attaquent ?» exigea Kurita, la voix tendue par la frustration. L'officier des communications, le lieutenant Shimada, consulta les synthèses. Les interceptions radio de la flotte suggèrent des avions provenant d'au moins 12 porte-avions différents, mon amiral. Les groupes aéronavals 38,2, 38,3 et 38,4. Nos renseignements estimaient 3 à 4 porte-avions par groupe. 12 porte-avions, répéta lentement Koyanagi, coordonnant des frappes simultanées. C'est plus de porte-avions que nous n'en avons possédé durant toute la guerre. À 13h15, Kurita prit une décision qui serait débattue par les historiens pendant des décennies. Il ordonna à la force centrale de faire temporairement demi-tour, battant en retraite vers l'ouest, loin des avions américains qui détruisaient systématiquement sa flotte. Le rapport qu'il transmit à l'amiral Toyoda à Tokyo déclarait simplement « Puissance aérienne ennemie dépasse largement toutes les estimations. Attaque soutenue de l'aube jusqu'à présent. Nos forces ont dépensé 70% de leurs munitions antiaériennes. Musashi lourdement endommagé et en train de couler. Croiseur lourd Myoko neutralisé. Sans couverture de chasse, la pénétration vers Leyte entraînera la destruction de la force entière. » À Tokyo, l'amiral Toyoda lut le rapport de Kurita à 15h30. Il convoqua de nouveau le contre-amiral Takagi. « Votre évaluation ?» demanda-t-il. Takagi avait passé la matinée à compiler les rapports de toutes les forces japonaises en contact avec la puissance navale américaine. Le tableau qu'il peignait était cohérent et terrifiant. « Amiral, nous recevons des rapports similaires de tous les théâtres d'opération. La force des porte-avions américains semble dépasser 100 avions par navire contre 50 pour nous. Leur capacité à mener des opérations soutenues surpasse la nôtre par des facteurs que nous ne pouvons égaler. Plus important encore, ils possèdent les navires, les avions, les pilotes, le carburant et les munitions pour mener ces opérations simultanément sur des milliers de kilomètres d'océan. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Mon amiral, nous avions calculé que la production industrielle américaine était être le double ou le triple de la nôtre. Nous avions tort.
Ce n'est pas le double ou le triple. C'est 10 fois notre capacité peut être plus. Ils ne font pas que nous surproduire. Ils opèrent à une échelle qui rend l'ensemble de notre effort de guerre insignifiant. Toyoda se tenait à la fenêtre donnant sur Tokyo, une ville qui avait déjà subi plusieurs bombardements. Alors l'amiral Yamamoto avait raison. Nous avons bien réveillé un géant endormi, et nous ne faisons que découvrir maintenant ce que cela signifie vraiment. À la tombée de la nuit le 25 octobre, le cuirassé Musashi avait chaviré et coulé emportant avec lui 1023 officiers et marins. Le navire qui représentait le summum de l'architecture navale japonaise, plus lourdement armé et blindé que n'importe quel autre navire à flot, avait été détruit par l'aviation embarquée américaine par la simple force du nombre. Les commandants japonais apprenaient une terrible leçon dans une guerre industrielle: la qualité ne peut vaincre la quantité lorsque l'avantage quantitatif devient suffisamment grand. Et l'avantage de l'Amérique n'était pas seulement grand, il était insurmontable. 27 octobre 1944. La bataille du golfe de Leyte s'était achevée par la destruction quasi totale de la marine impériale japonaise en tant que force offensive. Mais la véritable dévastation ne résidait pas seulement dans les navires coulés ou les marins perdus. Elle résidait dans l'anéantissement complet de la croyance des officiers japonais en leur capacité à influencer l'issue de la guerre. À 11h00, le vice-amiral Takijiro, Nishi, commandant de la première flotte aérienne aux Philippines, convoqua une réunion extraordinaire avec son état-major à l'aérodrome de Mabalaka. Ce qu'il proposa allait devenir à la fois un symbole du désespoir japonais et un témoignage de la manière dont la puissance industrielle américaine avait brisé les capacités militaires conventionnelles du Japon. « Messieurs, » commença Nishi, sa voix portant le poids d'une terrible certitude, « j'ai examiné nos pertes au combat des 3 derniers jours. Sur 347 avions engagés contre la flotte américaine, 289 ont été perdus. Nos appareils restants s'élèvent à moins de 60 chasseurs et bombardiers opérationnels. » Il marqua une pause, laissant la magnitude de ces chiffres s'imposer. En 3 jours, la première flotte aérienne avait été annihilée. Mais la flotte américaine poursuivait ses opérations avec une capacité à peine diminuée. Les Américains ont perdu peu, être 30 avions, poursuivit Nishi. Pourtant, ils continuent de lancer des frappes avec la même intensité qu'au premier jour. Comment est-ce possible? Parce qu'ils possèdent plus d'avions que nous ne pouvons en détruire, et plus vite que nous ne pouvons les détruire. Chaque porte-avions que nous endommageons est remplacé. Chaque avion que nous abattons est remplacé. Chaque pilote que nous tuons est remplacé. Nous combattons un ennemi dont la capacité à absorber les pertes dépasse notre capacité à en infliger. Le lieutenant-commandant Tadashi Nakajima, l'un des pilotes les plus expérimentés de la flotte, prit la parole avec prudence. « Mon amiral, suggérez-vous que nous ne pouvons pas gagner par des tactiques conventionnelles? » « J'affirme que les tactiques conventionnelles sont devenues sans objet, » répondit Nishi sans embâge. « Lorsque l'ennemi possède 10 fois nos effectifs et peut remplacer ses pertes à des rythmes que nous ne pouvons égaler, la compétence et le courage deviennent insuffisants. Nous avons besoin de tactiques qui n'exigent pas le retour des pilotes, qui n'exigent pas l'entretien des appareils, qui maximisent les dommages par sortie indépendamment de la survie. » Le silence se fit dans la pièce tandis que les officiers saisissaient l'implication. Nishi proposait des attaques suicides organisées transformant les pilotes en missiles, guider les avions en bombes humaines. Ce qui allait être connu sous le nom de stratégie kamikaze n'était pas né d'une dévotion fanatique, mais d'un calcul froid face à une équation mathématique impossible. À Tokyo, l'amiral Toyoda reçut la proposition formelle du vice-amiral Nishi à 16h00. Le document était remarquable par son analyse clinique de la situation. Les forces aéronavales américaines opèrent désormais avec une telle supériorité numérique que les attaques conventionnelles ne peuvent obtenir de résultats décisifs. Un escadron de bombardiers torpilleurs standard de 9 appareils, si tous atteignent la cible, pourrait endommager un navire. Les mêmes 9 appareils employés en tant qu'unité d'attaque spéciale pourraient potentiellement couler ou gravement endommager plusieurs navires. Étant donné que les taux de survie des pilotes dans les attaques conventionnelles sont tombés en dessous de 15%, le sacrifice de la capacité de retour en échange d'une efficacité accrue devient stratégiquement rationnel. Toyoda lut la proposition 3 fois. La logique était inattaquable et c'est ce qui la rendait si horrifiante. L'aéronavale japonaise avait été réduite à des calculs où la mort du pilote n'était qu'une variable de plus dans l'équation de l'efficacité au combat. À 19h00, Toyoda
rencontra en privé le contre-amiral Takagi. « Dites-moi honnêtement, demanda Toyoda, Nishi a-t-il raison? Avons-nous vraiment atteint le point où c'est notre seule option efficace ?» La réponse de Takagi fut mesurée mais dévastatrice. « Amiral, les Américains opèrent actuellement environ 90 porte-avions de diverses classes dans le Pacifique. Ils possèdent plus de 10 000 avions de combat rien que pour l'aéronaval. Nous avons 4 porte-avions opérationnels, moins de 200 pilotes qualifiés restants et une production d'avions qui ne peut remplacer les pertes. » Il étala des synthèses sur le bureau. De plus, leurs défenses ont évolué. Leurs groupes aéronavals opèrent désormais avec des destroyers piqués radars coordonnés qui fournissent une alerte précoce. Ils maintiennent une patrouille de combat aérien continue avec des dizaines de chasseurs. Leur conduite de tir anti-aérien s'est considérablement améliorée. Une formation d'attaque conventionnelle doit maintenant pénétrer plusieurs couches défensives, chacune capable de la décimer avant même d'atteindre la cible. « Et les unités d'attaque spéciales ?» demanda doucement Toyoda. « Un seul avion plongeant à grande vitesse est difficile à arrêter. Même si le tir défensif l'endommage, son élan peut le porter jusqu'à la cible. Les mathématiques favorisent l'attaquant d'une manière que les tactiques conventionnelles ne permettent plus. C'est mon amiral, la réponse rationnelle a un désavantage matériel écrasant. » L'autorisation formelle pour les opérations d'attaque spéciales organisées fut émise le 28 octobre 1944. Le préambule de l'ordre rédigé par Toyoda lui-même était d'une honnêteté brutale. La supériorité matérielle de l'ennemi a atteint des niveaux qui annulent l'efficacité des tactiques conventionnelles. Les méthodes d'attaque standard entraînent des pertes inacceptables sans dommages proportionnels aux forces ennemies. Les opérations d'attaque spéciales représentent une adaptation tactique à des réalités numériques que nous ne pouvons autrement surmonter. Le 29 octobre 1944, les premières unités kamikazes officielles décollèrent des aérodromes philippins. 24 pilotes s'envolèrent, sachant qu'ils ne reviendraient pas. 13 atteignirent les formations américaines. 5 frappèrent des navires coulant le porte-avions d'escorte USS Santlo et en endommageant 3 autres. Le ratio d'échange tactique semblait favoriser les Japonais. Mais ce calcul ignorait la réalité fondamentale. Le Japon échangeait des pilotes irremplaçables contre des dommages infligés à une flotte que l'Amérique pouvait réparer et remplacer en quelques mois. Sur l'aérodrome de Mabalaka, l'officier des opérations, le lieutenant Fumahiro Inokuchi, regarda les pilotes kamikazes partir et nota dans son journal « Nous envoyons ces hommes mourir parce que nous ne pouvons pas nous permettre de les envoyer se battre et revenir. Les Américains nous ont forcés à cela en faisant de la survie même un luxe que nous ne pouvons plus nous offrir. Voilà à quoi ressemble la défaite. Pas le moment de la reddition, mais le moment où votre seule tactique viable est de cesser d'essayer de survivre. » À Washington, D.C., les officiers du renseignement naval analysaient les rapports sur les nouvelles tactiques japonaises avec un mélange d'horreur et de sombre reconnaissance. Une synthèse déclarait « L'emploi par l'ennemi d'attaques suicides ne représente pas du fanatisme, mais une adaptation rationnelle aux contraintes de ressources que nous avons imposées. Ils ont calculé que nous pouvions absorber leurs attaques conventionnelles indéfiniment. Cette nouvelle approche suggère qu'ils comprennent qu'ils sont en train de perdre et tentent de maximiser nos pertes avant la défaite inévitable. La stratégie kamikaze coulerait ou endommagerait des centaines de navires américains au cours des mois suivants, mais elle ne changerait pas l'issue de la guerre. Pour chaque navire endommagé, les chantiers navals américains lançaient des remplaçants. Le 15 novembre 1944, l'état-major général de la marine japonaise compila ce qui serait connu en interne comme l'évaluation de la réalité matérielle, un document classifié qui représentait l'évaluation finale et honnête de leur position stratégique. Le contre-amiral Takagi, qui en rédigea l'analyse principale, commença par une déclaration qui aurait été considérée comme une trahison défaitiste quelques mois plus tôt. La marine impériale japonaise a été vaincue non pas principalement par des échecs tactiques ou un esprit guerrier insuffisant, mais par une erreur de calcul fondamentale de la capacité industrielle ennemie et notre incapacité à mener une guerre industrielle soutenue contre un adversaire possédant des avantages matériels écrasants. Le document démantelait systématiquement chaque hypothèse stratégique qui avait guidé la planification navale japonaise depuis 1941. Section 1 litre aéronaval. En novembre 1944, la marine américaine opère environ 90 porte-avions. La marine impériale en possède 4,
dont 2 manquent d'avions et de pilotes. La production mensuelle américaine d'avions embarqués dépasse 3000 unités. La production japonaise avoisine les 400 unités, avec une qualité en déclin. Section 2. La formation des pilotes. Les programmes américains diplômant environ 2000 pilotes par mois, avec une moyenne de 600 heures de vol. La formation japonaise a été réduite à 200 heures, ou moins en raison des pénuries de carburant. Section 3. La construction navale. En 1944, les chantiers américains ont mis en service 9 porte-avions d'escadre, 22 porte-avions d'escorte, 4 cuirassés, 20 croiseurs et plus de 200 destroyers. Les chantiers japonais 0, porte-avions 0, cuirassés, 2 croiseurs légers. L'amiral Toyoda convoqua une conférence finale le 20 novembre. Messieurs, nous devons affronter les faits sans illusion. Le 7 décembre 1940, nous possédions une parité numérique approximative avec les forces américaines du Pacifique. Nous pensions que nos avantages qualitatifs nous permettraient d'obtenir des victoires décisives avant que leur mobilisation industrielle ne puisse inverser la situation. Il fit une pause. 3 ans plus tard, les Américains opèrent plus de navires dans le Pacifique que nous n'en possédions au début de la guerre. Ils n'ont pas seulement remplacé leurs pertes, ils ont construit des flottes entières. Il montra des photos de reconnaissance des bases américaines avancées à Ulithi et Manus. Des mouillages bondés de centaines de navires porte-avions cuirassés croiseurs transport navires de réparation navires hôpitaux. Des flottes entières assemblées dans des lieux qui n'existaient pas en tant que base 2 ans auparavant. Ils ont construit une infrastructure navale complète. Ils peuvent soutenir des opérations offensives indéfiniment. Le capitaine y présenta les dernières estimations. La construction de navires marchands américains en 1944 dépassera 10 millions de tonnes. Notre force sous-marine en a coulé moins de 2%. Nous ne pouvons pas couler les navires plus vite qu'ils ne les construisent. Nous ne pouvons pas détruire les approvisionnements plus vite qu'ils ne les produisent. Nous ne pouvons pas infliger de pertes plus vite qu'ils ne les remplacent. Dans le silence qui suivit l'amiral, Toyoda prononça la conclusion que tous comprenaient. Messieurs, nous ne perdons pas cette guerre par manque de courage. Nous la perdons parce que nous avons défié une puissance industrielle dont la capacité dépasse la nôtre de plusieurs ordres de grandeur. Chaque perte que nous subissons est irremplaçable. Leurs pertes sont remplacées en quelques semaines. C'est cela la guerre industrielle moderne. La victoire n'appartient pas aux guerriers les plus braves, mais à la nation capable de produire plus de tout plus vite que l'ennemi ne peut le détruire. Les mathématiques et non le courage déterminent l'issue. La conférence s'acheva sur une recommandation qui parviendrait à l'empereur Hirohito en quelques jours. La marine impériale ne pouvait plus contester de manière significative la suprématie navale américaine. Le 25 novembre 1944, l'amiral Takagi écrivit dans son journal personnel « Nous avons vu la flotte américaine et avons enfin compris ce que nous avions réveillé. » Pas simplement des navires et des avions, mais une civilisation industrielle qui traite la guerre comme un problème de production à résoudre avec des chaînes de montage et des réseaux logistiques. Contre un tel ennemi, l'esprit du guerrier devient insignifiant. La guerre était perdue avant même d'avoir commencé. Nous ne le savions tout simplement pas jusqu'à ce que nous voyions ce que l'Amérique pouvait construire lorsqu'elle s'est pleinement engagée à notre destruction. L'histoire de la fin de la marine impériale japonaise n'est pas seulement une leçon de stratégie, mais un rappel brutal que dans les guerres modernes, le courage seul ne suffit pas face à la puissance écrasante de l'industrie. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires.